Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et donc, je remercie vivement les organisateurs et organisatrices de cette journée de m'avoir proposé d'intervenir à cette table ronde pour exposer quelques idées et réflexions. Et donc, pendant cette brève intervention, je vais essayer de tirer quelques fils qui, je l'espère, pourront donc alimenter cette discussion sur les stratégies individuelles d'adaptation face au risque et sur les tensions entre prévention et perception du risque en population et donc mesures sanitaires. Et donc, tout d'abord, si c'est bien la pandémie de Covid-19 ici qui est au centre de nos questionnements, il me semble important de revenir même rapidement donc, sur ces notions de risque et de prévention et sur certains des enseignements des sciences sociales à ce sujet qui pourraient justement nous permettre d'éclairer un petit peu mieux la situation actuelle. Et comme l'un des enjeux scientifiques de cette journée, c'est aussi de réfléchir aux valeurs donc, mobilisées par les acteurs sociaux et les autorités de santé donc, dans le cadre de cette crise, je commencerai par rappeler qu'aujourd'hui, la santé est l'une des valeurs donc, cardinales de nos sociétés et que dans ce cadre, donc, la prévention, avec ses injonctions, ses outils et ses normes, elle est loin d'être axiologiquement neutre puisqu'elle aussi charrie des valeurs et des valeurs qui sont notamment en lien étroit avec certaines idéologies et je pense notamment à l'idéologie néolibérale avec les valeurs, certaines valeurs comme la responsabilité individuelle, l'autonomie ou encore l'empowerment. Et donc, au nom de ces valeurs et de ces normes, l'individu, il est invité à être un entrepreneur de sa propre santé en se saisissant des messages et des outils de prévention pour se préserver donc des maladies et des facteurs de risque. Et donc, se saisir de ces normes préventives, c'est donc aussi d'une certaine façon revendiquer une adhésion aux valeurs promues par ces messages préventifs, donc primauté de la santé, capacité à prendre en charge sa santé de manière autonome, et donc capacité aussi à s'inscrire dans un projet de santé qui est pensé au futur. Alors, sur la situation actuelle, il me semble intéressant de souligner peut-être plusieurs éléments. Tout d'abord, les messages préventifs donc, portant sur la prévention du risque infectieux. Ils relèvent, à mon sens, de logiques quelque peu différentes que ces formes de prévention primaire, puisqu'ils expriment un souci de soi, mais aussi et surtout donc, un souci de son prochain, et que ce souci s'ancre cette fois dans le présent, dans une logique plutôt de l'immédiateté. Donc le port du masque, la désinfection des mains, la suspension des interactions sociales ou encore la vaccination font partie des principaux outils préventifs promus pour lutter contre cette épidémie. Et si les notions d'autonomie et de responsabilité individuelle restent très présentes dans ces discours, avec le risque infectieux, la prévention, elle résonne directement avec la question du rapport à l'autre. Et donc, la responsabilité individuelle, elle se veut aussi et peut-être surtout responsabilité collective et responsabilité vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis donc des plus vulnérables. Et dès lors, les pratiques déviantes, lorsqu'elles sont stigmatisées, elles le sont du fait de ce qu'un individu fait encourir donc à la collectivité et aux personnes plus vulnérables. Et donc, il y a sans doute là une forme de déconnexion des messages préventifs de la réalité des relations sociales et de la réalité des enjeux sociaux et éthiques que soulève l'adhésion à de telles normes donc à l'échelle des interactions sociales ordinaires. Par exemple, se désinfecter les mains ou porter un masque peut aussi être perçu comme une forme d'asepsie relationnelle. Donc là, je reprends les termes de la sociologue Danielle Caricaburu. Et donc, la question de la responsabilité individuelle, elle cristallise donc des enjeux sociaux et éthiques forts qui nécessitent des arbitrages intimes. Car prendre soin, ça passe aussi par une forme de présence à l'autre et de spontanéité qui peuvent être entravées par l'adhésion à ces mesures sanitaires. Et je rejoins donc là l'idée développée par Paul Louveil-Dubuc en introduction de cette journée, lorsqu'il a évoqué la dimension et la portée intime de ces gestes, susceptibles donc d'entrer en tension avec l'entreprise normative. Et dans cette même logique, donc, Anne-Caroline Claus-Verdreau, qui, dans son introduction à cette table ronde, a rappelé donc l'étymologie du mot contagion, qui signifie toucher avec. Et on voit là aussi toute l'ambivalence de se toucher avec dès lors qu'on s'intéresse aux différentes façons, en fin de compte, de prendre soin. Alors, pour m'épancher un peu sur la question du port du masque, donc sur cette question, l'anthropologue Christos Lynteris a montré, donc dans ses travaux sur les épidémies en Asie et notamment sur l'épidémie de SRAS en Chine en 2003, que le port du masque doit être considéré à la fois comme une défense de première ligne face à l'infection par voie aérienne et comme un objet matériel qui rend visible la limitation de l'infection en tant que devoir civique donc dans une situation épidémique. Et les masques sont alors à considérer en tant qu'objet et technologie liés à l'identité
ou plus largement à l'identité de la personne et à sa transformation. Une transformation donc des individus qui sont porteurs de masques et qui s'affirment dès lors comme des sujets raisonnés de ce que l'Interis appelle donc la modernité hygiénique, et donc c'est-à-dire l'expression de sa modernité par la mise en avant de sa capacité et de son engagement dans les problématiques d'hygiène et de santé publique. Et donc pour l'Interis, les masques sont un marqueur de la modernité hygiénique en même temps qu'un signal d'assurance mutuelle qui permet à une société donc, de continuer de fonctionner pendant une épidémie. Et il nous invite donc à déplacer le regard au-delà des seules questions de la perception du risque pour penser les valeurs sociopolitiques projetées et promues dans une norme sanitaire, ce qui implique de penser les multiples dimensions que recouvrent ces gestes préventifs, et notamment leurs dimensions donc, sensibles et politiques. Et l'Interis nous invite aussi donc, à penser les valeurs que charrient ces normes préventives et des normes qui, avec l'épidémie de Covid-19, se sont déplacées, en Europe au moins, donc du milieu hospitalier où le personnel hospitalier était plutôt familier de ces injonctions à porter un masque et à se désinfecter les mains, donc à se déplacer du milieu hospitalier vers la population. Et donc là, sans doute que ça revêt aussi une toute autre portée politique que ce déplacement des normes sanitaires. Alors à ce sujet, donc l'étude de la prévention du risque infectieux en milieu hospitalier, elle peut aussi nous donner un peu de grain à moudre pour alimenter nos réflexions. Par exemple, lorsqu'est évoqué le problème de la faible adhésion aux recommandations, donc recommandations sur la prévention du risque infectieux, donc en milieu hospitalier, dans les équipes hospitalières, c'est le plus souvent sur le mode du clivage et de la dichotomie, donc dans le sens où les soignants percevraient davantage le risque pour eux-mêmes que pour les patients. Et comme eux, ils ne se sentent pas forcément en danger et vulnérables, ils ne respecteraient pas forcément donc, ces recommandations. Et on dit alors que l'autoprotection l'emporte sur l'alloprotection, c'est-à-dire que la protection de soi l'emporte sur la protection de l'autre. Donc voilà le clivage et la dichotomie. Et pourtant, il y a à regarder de plus près les choix de se protéger ou non donc chez les soignants. Ils s'expriment souvent dans une logique d'arbitrage, un arbitrage qui s'opère dans la construction du soin, dans la construction du rapport aux soins et du rapport aux patients, et donc, pour le dire rapidement, dans la construction du care. Donc, mettre en opposition autoprotection et alloprotection, ça revient alors à passer sous silence tous les arbitrages qui sont opérés par les acteurs sociaux dans ces situations d'incertitude. Donc, incertitude, bien sûr, sur le risque de transmission, mais aussi incertitude sur la manière de prendre soin et d'exprimer sa présence à l'autre. Alors, par exemple, lorsqu'un soignant fait le choix d'enlever des gants pour serrer la main d'un patient et le rassurer, ou lorsqu'il fait le choix de baisser son masque pour laisser apparaître un sourire, on revient à cette idée d'un risque d'asepsie relationnelle qui entre en tension donc, avec la mise en œuvre des normes préventives. Ou encore, lorsqu'un soignant fait le choix d'enlever des gants avant de faire une prise de sang pour mieux sentir les veines et donc pour mieux piquer, c'est dans une logique de mieux réaliser ce geste et donc d'éviter l'inconfort aussi du patient qui serait dû à des tentatives ratées de piquer, puisqu'avec les gants, on sent moins bien les veines, on est plus susceptible de se rater dans son geste. Et donc cet écart à la norme, il exprime là encore un souci du care. Et donc, il témoigne de la façon dont des dimensions sensibles et techniques, elles s'articulent avec cette question du rapport au risque, de la représentation, de la perception du risque. Et il s'agit donc de penser les conduites sociales à l'aune des choix éthiques réalisés par des individus parmi d'autres choix éthiques possibles et parmi les divers modes de responsabilité qui affectent un individu donc, dans une situation donnée. Et c'est un arbitrage éthique qui se construit donc en situation et en acte. Donc voilà l'une des difficultés, en tout cas, elle réside dans l'incapacité donc, de ces messages préventifs qui se veulent à portée universelle, à tenir compte à la fois de la singularité des situations, mais aussi de l'intelligence pratique que les acteurs sociaux ont des situations dans lesquelles ils se trouvent. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir rapidement donc, sur cette notion de risque si chère à la santé publique. Donc, cette notion elle est étroitement liée à des pratiques de calcul et de probabilité au sujet d'un danger potentiel, et elle s'inscrit donc dans une logique de rationalisation des dangers à venir. Mais ces façons donc, de concevoir le risque et les réponses préventives, elles sont en réalité assez éloignées des expériences individuelles et collectives face à un danger potentiel. Alors, d'une part, parce qu'un risque, il doit être pensé dans sa relation avec d'autres risques et dans sa relation avec les enjeux qui émergent d'une situation d'interaction sociale. Et donc, un risque, il est le plus souvent en concurrence avec d'autres risques.
et comme j'ai pu l'évoquer donc juste avant avec l'exemple de l'asepsie relationnelle versus l'asepsie qu'on pourrait qualifier de biologique. Et donc, si les risques de santé sont pensés a priori comme hiérarchiquement supérieurs, ce n'est pas nécessairement comme ça donc, que le perçoivent ou l'éprouvent des individus. Et d'autre part, donc, parce que pour les acteurs sociaux, le risque, donc au sens de danger potentiel, il est éprouvé et incarné. Or, pour la santé publique, elle tend à désincarner le risque en le réduisant à un ensemble de connaissances expertes et de réponses préventives. Alors, pour penser le risque justement au plus près de ces expériences humaines, et donc au plus près de la façon dont des individus l'éprouvent, le perçoivent et y répondent, il semble que se pencher du côté de certains philosophes peut nous aider, et notamment du côté du philosophe John Dewey ou de Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui se réclament de philosophie au plus près de l'expérience humaine, avec d'un côté donc une philosophie de l'expérience et de l'enquête, et de l'autre une philosophie des agencements. Alors, je ne vais pas développer ces concepts en détail ici, mais peut-être que ce qu'on peut d'ores et déjà retenir, c'est que l'expérience comme l'agencement, à mon sens, implique de prêter attention à la diversité des lignes d'action qui organisent les conduites sociales, ce qui implique alors donc de remettre au centre des réflexions les dimensions sensibles, affectives et émotionnelles des pratiques, aux côtés des dimensions cognitives, stratégiques et rationnelles, notamment. Et donc de refuser la coupure entre affect et connaissance, émotion et intelligence, ou encore entre savoir et pratique. Et donc, pour terminer, je souhaiterais juste ajouter que ces deux notions, elles impliquent également de prêter une attention particulière aux situations dans lesquelles se déploient les pratiques sociales, notamment aux dimensions historiques et matérielles de ces situations, tout en prêtant aussi une attention particulière aux enjeux éthiques qui sous-tendent ces situations. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je répondrai aux questions avec plaisir. Merci beaucoup, Clément Tarantini, pour ton intervention. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes et j'espère que le public a apprécié. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat, sinon on se gardera en fin de table ronde un temps aussi pour les questions du public, mais n'hésitez pas dès maintenant à exprimer vos questions à l'écrit. Alors Clément, j'ai peut-être une ou deux questions déjà à te poser. Je me demandais, est-ce que selon le milieu social, on retrouve finalement une adaptation différenciée face au risque? Enfin, plus précisément, est-ce que la réception des discours de prévention, est-ce qu'elle se fait je suppose que non, mais est-ce qu'elle se fait de la même façon dans les milieux précaires et dans les milieux, disons, plus aisés? Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, il y a beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui ont montré que cette appropriation des discours préventifs a été socialement différenciée, donc elle se faisait différemment selon les milieux sociaux des individus. Peut-être pour évoquer un travail de recherche que j'ai réalisé avec Patrick Peretti-Vattel, qui est sociologue du risque, où on a interrogé des personnes en situation de précarité, c'est-à-dire en situation de chômage de longue durée et avec des faibles revenus. Et donc, il apparaissait avec cette recherche que l'appropriation de ces discours préventifs a été d'autant plus difficile, en fin de compte, que ces personnes se trouvaient dans l'incapacité de se projeter, donc avec des horizons temporels assez réduits du fait de difficultés sociales et matérielles, alors même que les discours préventifs, ils demandent qu'on puisse se projeter donc, dans un projet de santé futur et penser au cancer, au diabète ou aux accidents cardiovasculaires qu'on aura dans 5, 10 ou 15 ans. Mais ce qu'a révélé aussi cette recherche, c'est que finalement, ce n'est pas pour autant que ces individus ils renoncent à adhérer aux valeurs qui sont promues donc, dans ces discours préventifs et qui ne s'approprient pas ces discours préventifs également et ces mesures de prévention. Alors, peut-être deux choses, c'est que souvent, ces normes préventives, elles sont mises en œuvre, mais elles sont revendiquées non pas dans un projet de santé pensé au futur, mais dans un projet de santé pensé au présent. Et donc, on va mettre en place ces normes préventives. Donc là, je pense à tout ce qui est ne pas fumer, consommer modérément de l'alcool ou bien se nourrir, etc. Et donc, on va mettre en place ces normes en valorisant ce que ça nous apporte sur le moment, en fait, comme sensation de bien-être immédiat dans nos rapports au corps et à la maladie. Et peut-être autre chose aussi, c'est que ces personnes elles revendiquent cette norme d'autonomie qui est inhérente au discours préventif,
notamment dans le fait de s'automédiquer. Et donc, l'automédication devient une forme de revendication de la norme d'autonomie qui est très présente dans les discours préventifs, alors même que finalement, c'est quelque chose qui est contraire. Enfin, s'automédiquer, ça va dans le sens un peu contraire de ce que peuvent promouvoir les autorités de santé et ces discours préventifs. Voilà, peut-être pour un autre exemple un peu drôle et original aussi de cette recherche, c'était un des interviewés qui nous faisait part justement que lui, dans cette logique d'automédication, quand il se sentait malade, il mangeait beaucoup de fruits et légumes parce que les vitamines qu'apportaient ces fruits et légumes, ça lui permettait de répondre à la maladie et de se soigner finalement. Mais il disait justement qu'il ne mangeait pas trop souvent des fruits et des légumes pour éviter le risque d'accoutumance et pour que ces pratiques effectives préventives, elles puissent toujours être effectives finalement et qu'il n'y ait pas un risque d'accoutumance aux vitamines qu'il trouvait dans les fruits et des légumes. Donc là encore, on voit qu'il y a de l'automédication et en plus, il y a une superposition des discours médicaux sur le danger de l'accoutumance aux médicaments à des pratiques préventives ordinaires et donc à des objets qui ne sont pas en soi considérés comme des médicaments par les discours médicaux. Voilà peut-être quelques idées donc, sur ces questions. Et je vois, oui, qu'il y a Paul Loup qui fait référence à l'article de Boltanski aussi sur les usages sociaux du corps, où voilà, il montre qu'il y a des normes de virilité qui témoignent de rapports au corps spécifiques, sur la valorisation du corps à l'effort notamment, et qui vont enclencher aussi chez ces individus-là, dans ces milieux sociaux, donc qui sont des ouvriers, des milieux sociaux masculins, c'est des ouvriers, en fait, des hommes ouvriers. Et donc, l'attention aux signes de la maladie, elle est beaucoup plus faible. Et quand on saisit de certains signes qui peuvent évoquer une maladie ou un problème physique, par exemple, ou pathologique, on va avoir plutôt tendance à aller taire dans cette revendication aussi de normes de virilité qui passe par une revendication, une valorisation en tout cas du corps à l'effort et de la capacité à endurer des efforts physiques finalement tout en se taisant, quoi. Merci beaucoup, Clément.